Ravi de vous retrouver pour un tout nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat. Aujourd'hui, le cap est mis sur un sujet stratégique de développement, tant pour le secteur public que le secteur privé en Afrique. Quelle relation s'établit entre le public et les opérateurs économiques privés? Comment sont passés les marchés entre le privé et les instances publiques? Comment faciliter l'accès des entreprises locales au marché public en Afrique? Toutes les clés pour comprendre la commande publique en Afrique, c'est dans quelques petits instants. Le temps de bien vous installer, de recevoir avec moi nos invités du jour. Monsieur Yao Célestin, directeur pédagogique au Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, le CAMPC. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et avec vous sur ce plateau, nous sommes avec monsieur Olivier Koko Kosonou. Vous êtes consultant, expert en marché public. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, messieurs, le thème est sans doute un peu vague. La commande publique, la problématique de la commande publique. D'entrée de jeu, comment est-ce qu'on peut définir la commande publique? C'est quoi la commande publique? La commande publique, il faut entendre par commande publique l'ensemble des contrats que passe l'État. Quand on parle de l'État, vous avez les ministères, vous avez les sociétés d'État, vous avez les collectivités, vous avez les établissements publics et nationaux, c'est-à-dire tous les démembrements de l'État. Lorsque l'État veut construire une école primaire, lorsque l'État veut faire un centre de santé, lorsque l'État veut acheter des ordinateurs pour les ministères, pour les services, des BIC, l'État passe des contrats avec des prestataires. Et c'est l'ensemble de ces contrats-là qu'on appelle commande publique. Alors, c'est ça la commande publique. On est un peu plus situé présentement, mais au-delà de l'État, quand l'État passe cette commande ou bien quand l'organisation publique passe cette commande, qui est en face de cette organisation généralement? Merci bien. Je pense que vous voulez parler des acteurs justement qui interviennent dans cette commande publique. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais dire que la commande publique, et si je veux extrapoler un peu en parlant des marchés, ce n'est pas seulement que la question de l'État, parce que les entités, les structures internationales qui financent les grands projets sont intéressés par la commande publique également. Donc nous irons au-delà de l'État en citant ces bailleurs de fonds. Et je pense que l'expert va revenir sur ce sujet. Et également, c'est vrai que ce n'est pas de la commande publique, mais en ce qui concerne la passation de marché, cela intéresse également les entreprises privées qui, entre elles, peuvent passer des marchés. Alors, ce que je peux dire, c'est que au niveau de la commande publique, il y a plusieurs acteurs. Les premiers, ce sont les acteurs contractants, que sont les autorités contractantes. Il y a également le secteur privé. Il y a la société civile qui veut bien comprendre en réalité comment se déroulent ces marchés. Et puis, il y a tous les acteurs, tous les autres acteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Voilà donc ce que je peux dire en ce qui concerne la commande publique. Et là, tout à l'heure, vous venez de parler de marché, de ces acteurs du marché-là. Comment est-ce que ces marchés publics-là sont présentés, proposés aux opérateurs économiques? Ok, je voulais rebondir sur l'intervention de M. Yao concernant les bailleurs de fonds. C'est vrai, il y a des partenaires techniques et financiers, comme on les appelle de plus en plus, qui viennent appuyer nos États, soit directement par des appuis budgétaires, par des prêts, par des dons. Et tous ces éléments-là sont inscrits dans le budget de l'État. Dès lors que c'est inscrit dans le budget de l'État, ça devient de la prérogative de l'État. Et c'est pour cela que nous les englobons dans le cadre des marchés publics, dans le cadre de la commande publique. Donc voici, en fait, je veux dire implicitement, quand on parle de marché public, ils sont compris. Eux-mêmes, dans leur fonctionnement propre, comme entité, comme structure, passent des contrats que nous n'appelons pas forcément des marchés publics, parce qu'une structure privée peut passer ses contrats, mais ce n'est pas forcément des marchés publics. Il faut la prérogative de l'État, il faut une entité de droit public pour que nous soyons en face d'un marché public. Et comme il a dit, le marché public, vous avez une entité publique représentée par l'État. L'État a plusieurs démembrements que j'ai essayé de citer tout à l'heure. Vous avez les ministères, les institutions,
les collectivités, les sociétés d'État, même des structures privées qui agissent pour le compte de l'État ou qui bénéficient du concours de l'État ou de l'aval de l'État, tout cela exerce une prérogative publique. Donc ceux-là, lorsqu'ils passent des contrats, ce sont des marchés publics. Maintenant, les marchés publics, vous avez d'un côté le besoin, c'est-à-dire l'État dit j'ai tel besoin, je veux faire ceci et s'adresse au secteur privé en général pour passer les marchés publics. C'est vrai, il faut qu'on arrive à situer, même deux entités publiques peuvent être en contrat pour exécuter les besoins de l'État. On parlera toujours de marché public. Je prends une structure, sans faire de publicité, comme le BNET, qui est une structure de l'État. Tu peux exécuter des prestations au profit d'autres administrations. Il peut être toujours considéré comme des marchés publics, mais la grande majorité de ces prestations réalisées par le secteur privé. Donc voici les acteurs. Et dans le processus de passation, vous avez l'État, vous avez les populations, à travers les ministères, les collectivités, chacun exprime ses besoins en début d'année ou avant la fin de l'année. Et cela permet à l'État de bâtir un budget sur la base des besoins exprimés. Et lorsque le budget est adopté, lorsque le budget est voté à l'Assemblée nationale, il faut passer à l'étape de l'exécution. Et pour exécuter, l'État dit, bon, moi j'ai telle activité à faire. Dès le début de l'année, quand le budget est voté, les entités publiques en charge des marchés, vous avez la direction des marchés publics, vous avez les autorités contractantes, comme a dit M. Yao, c'est-à-dire ceux à qui on a donné le budget, à qui l'État a donné une mission. Par exemple, on dit éducation nationale, ministère de l'éducation nationale, vous devez nous construire tel nombre de classes. Il y a des crédits pour cela. En début d'année, ce ministère-là fait ce qu'on appelle un programme prévisionnel. Il dit, il informe tous les acteurs, je vais lancer un appel d'offres pour passer des marchés pour construire des écoles. Et le moment venu, on lance l'appel d'offres et les entreprises viennent soumissionner. Je crois qu'on aura le temps de voir le déroulé de tout ce processus jusqu'à avoir un marché, l'exécuter, jusqu'à ce que l'État ait le bien ou le service pour lequel il a lancé un contrat, il a lancé une commande. Mais justement, ce cadre-là, quand même, il est réglementé. Est-ce qu'il y a une structure, comme on le voit souvent, une commission, une autorité pour réguler le domaine des marchés publics? Bien entendu, il y a des régulateurs qui interviennent au niveau national, mais au niveau communautaire également. Au niveau national, dans les pays africains, au niveau de l'UEMOA, vous avez dans chaque pays une autorité de régulation appelée généralement l'ARMP. En Côte d'Ivoire, c'est l'autorité nationale de régulation des marchés publics qui est là pour réguler ce marché-là. Et je crois bien qu'il y a 2 ou 3 semaines, il a été diffusé, il a été donc mis sur pied le code des marchés publics. Donc au niveau national, la Côte d'Ivoire détient un code des marchés publics qui constitue, je dirais, la référence en matière de marché public. Et donc il met ensemble les acteurs qui sont les autorités contractantes, les prestataires, et donc il permet donc à cette autorité-là de régler les litiges qui peuvent naître, n'est-ce pas, de l'exécution de ces marchés. Donc il existe des autorités de régulation. Alors, des autorités de régulation, bien souvent, on voit quand ces établissements-là sont mis en place, souvent il y a des manques de moyens, des manques de suivi. Est-ce que réellement, on peut le dire, en Afrique, nos autorités de régulation de ces marchés publics-là ont les moyens de leur politique pour permettre une bonne exécution de nos marchés publics? Ok, merci. De façon pratique, permettez que je revienne un peu sur quelques éléments. Parce que vous voyez, j'ai eu la chance d'avoir travaillé plus de 10 ans à la direction des marchés publics. Et j'ai travaillé pendant également 10 ans à l'autorité nationale de régulation des marchés publics de Côte d'Ivoire. Donc nous avons un vécu pratique pour essayer d'expliquer. Vous savez, il y a 3 fonctions maintenant dans la passation des marchés publics. Vous avez la fonction passation des marchés publics, vous avez la fonction contrôle et puis vous avez la fonction régulation.
Ça, c'est l'évolution récente qui a abouti à ça. Donc, vous avez les acteurs qui sont regroupés dans ces 3 catégories. Il y a ceux qui sont chargés de passer les marchés. On verra comment on les passe. Il y a une structure administrative qui est chargée du contrôle, a priori, de la passation des marchés pour s'assurer que tout se passe bien. Et il y a l'autorité de régulation des marchés publics qui est chargée de réguler ce système-là pour veiller à ce que tout fonctionne bien. Voici un acteur qui est comme un superviseur, il regarde pour mettre le système à un niveau souhaité. Et donc, ces autorités de régulation sont nées à partir d'une réforme de l'UEMOA. Vous savez, en 2005, il y a eu 2 directives qui ont été prises, la directive numéro 4 et la directive numéro 5. Et la directive numéro 5 a fait une séparation de la fonction contrôle et régulation. De telle sorte que ce n'est plus, on verra dans les évolutions, ce n'est plus la même entité qui fait le contrôle et la régulation. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un passe un marché, qu'il y a une plainte à faire, ce n'est plus la même entité qui fait. Donc, il a été décidé de créer des entités différentes et indépendantes. C'est ainsi qu'à partir des années 2008, l'espace UEMOA, où il y a une convergence en matière de politique sur les marchés publics, a commencé à créer les autorités de régulation des marchés publics. La mission étant délicate, l'UEMOA a fait une étude pour dire comment ces structures-là vont avoir les moyens, vont être autonomes pour mener à bien leur mission. Mission très délicate. Et l'étude a révélé qu'il faut qu'il y ait des ressources propres. Vous voyez, tous les secteurs qui sont régulés, la télécommunication, vous avez une redevance de régulation. Lorsque vous payez un billet d'avion pour l'aviation civile, vous avez une redevance. Donc c'est ainsi qu'il a été recommandé au niveau de l'UEMOA que chacun des États prenne des dispositions pour instituer ce qu'on appelle une redevance de régulation des marchés publics. De telle sorte que cette redevance-là permette au système de fonctionner. Et principalement, c'est cette redevance qui permet au système de fonctionner. C'est vrai qu'initialement, à la création, l'État a eu à appuyer ces structures en termes de crédit budgétaire. Nous avons eu la participation des partenaires techniques et financiers. Quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, il y a eu la Banque mondiale qui nous a appuyés, l'Union européenne, et par la suite, maintenant, l'autorité de régulation, à partir de la redevance de régulation des marchés publics, est presque autonome. Au Sénégal, il fonctionne 100% avec la redevance de régulation sans appui de l'État. Donc voici comment les autorités fonctionnent. Et on peut dire pour les pays qui ont institué la redevance de régulation, ces autorités-là ont les moyens de pouvoir... Bon, on n'est jamais satisfait des moyens qu'on a, mais il y a le minimum pour pouvoir faire accomplir au mieux la mission qui leur a été confiée par chacun des États. Alors justement, jamais satisfait à 100%. On le voit un peu très souvent comme lorsque le budget, la loi des finances est votée, il y a toujours un annexe fiscale qui accompagne cette loi des finances. Est-ce qu'au niveau des marchés publics, chaque année, le code, est-ce qu'il y a un code et est-ce que ce code-là est actualisé chaque année? Oui, il y a un code de marché public. M. Yao vient de le dire. Un nouveau code de marché public a été lancé récemment par l'État de Côte d'Ivoire. Le code, il est dynamique, mais il n'évolue pas, je veux dire, d'année en année. Vous savez, la Côte d'Ivoire a eu l'évolution récente. Nous avons eu un code en 2005, il y a eu un code en 2009 et il y a eu un code en 2019. Donc, il y a eu 10 ans de pratique. Lorsque un code, l'avant-dernier code a été voté, il y a eu 10 ans de pratique pour essayer de l'éprouver, de voir les insuffisances afin de pouvoir faire un nouveau code. Mais rien n'empêche que d'année en année, s'il y a des évolutions au niveau international, au niveau sous-régional, même des réalités nationales qui font qu'on doit modifier un article du code ou 2 articles, on refait un nouveau code de marché public, c'est-à-dire on actualise. Mais les révisions profondes se font quand même dans des délais assez espacés. Vous savez que lorsque la Côte d'Ivoire a entamé sa réforme des marchés publics en 1999, il y a eu le premier code qui a été pris en 2005. Lorsque le code a été pris, quelques mois après, l'UEMOA a pris les directives dont j'ai parlé tout à l'heure. Et comme nous avons l'obligation, quand on dit nous, les pays de l'UEMOA ont l'obligation de transposer les directives dans la réglementation nationale,
Cela a amené la Côte d'Ivoire à faire un code en 2009. Et ce code-là, il est évalué. M. Yao nous l'a indiqué tout à l'heure, dans le cadre de la surveillance, nous avons une surveillance au niveau sous-régional et nous avons une surveillance au niveau international, puisque avec nos partenaires techniques et financiers, ils évaluent régulièrement notre système de passation pour voir la crédibilité, pour voir le respect des normes internationales. Donc, il a été relevé quelques écarts. Et c'est pour intégrer, c'est pour corriger ces écarts-là que nous sommes amenés souvent à refaire le nouveau code et puis actualiser, mettre les nouvelles pratiques pour pouvoir faire évoluer le système. Je pense que dans le reste du débat, dans le reste du débat, on y reviendra, vous donner vraiment tous ces détails. Mais déjà, il y a quelque chose qui ressort là, avec ce nouveau code. Quels sont vraiment les constats, les problématiques que vous avez observées sur le terrain? Parce que déjà, au Centre africain de management, on voit que vous avez développé tout un volet formation sur cet aspect-là. Sur quelle base vous partez pour mettre un point d'honneur à la commande publique en Afrique? Pourquoi? Parce que ce qu'on a constaté, comme on venait de parler du code des marchés publics, c'est un document qui comprend l'ensemble des règles pour la pratique en la matière, mais qui n'est pas connu par les acteurs. Alors, le rôle du CAMPC, c'est de faire la promotion de cette discipline pour que les acteurs aient, je dirais, la technicité qu'il faut pour mener à bien les différentes pratiques sur le terrain. Donc, la formation est donc nécessaire à ce niveau-là pour permettre aux acteurs de maîtriser l'ensemble des pratiques. Ce que nous avons constaté, c'est qu'en la matière, que ce soit dans la sous-région, mais en Afrique en général, les institutions de formation ne sont pas suffisantes. Et c'est maintenant que les pays sont en train de mettre en place leur système de formation. Donc nous avons constaté que le besoin en matière de formation existe en ce qui concerne la maîtrise des pratiques de marché public et de commande publique. Donc en mettant en place la formation, le CAMPC permet aux acteurs d'avoir régulièrement les formations, d'avoir régulièrement la maîtrise des différentes pratiques sur le terrain. Voilà en quelque sorte ce que je peux dire d'entrée de jeu. Alors d'entrée de jeu, là cela est fixé, mais il y a une autre question qui me revient, ces marchés publics là, généralement quand on voit à quel groupe ou à quelle entreprise, à quel opérateur économique les marchés sont généralement accordés, on voit que ce sont de grands groupes internationaux et autres. Ça fait ressortir un peu le côté compétence des opérateurs économiques nationaux, ou bien c'est parce que les opérateurs économiques nationaux ne sont pas informés de ces marchés publics-là, ou plutôt de la procédure pour acquérir ces marchés publics? Justement, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer. Mais comme je venais de le dire, la plupart du temps, les gens ne sont pas formés et les gens ne sont pas informés. Donc, quand on n'est pas formé et qu'on n'est pas formé, il est tout à fait normal qu'on ne réussisse pas à avoir un marché. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir connaître précisément quelles sont les procédures, voilà, quelles sont les règles, comment fonctionne le marché. Il faut pouvoir le maîtriser entièrement. Donc, aujourd'hui, on constate que dans les entreprises privées, on emploie des personnes qui ne maîtrisent pas le secteur. Donc, ils ne peuvent pas répondre efficacement à un marché. Donc, vous ne pouvez pas compétir avec des grands groupes dans lesquels on a des experts chevronnés et puis espérer, n'est-ce pas, décrocher un marché. Donc, il faut aujourd'hui relever le niveau de la formation de ces acteurs-là qui interviennent auprès des entreprises privées. Ça, c'est un facteur important. Mais il faut dire que ce n'est pas ce seul facteur qui explique le fait que ces entreprises nationales n'arrivent pas certainement à décrocher ces marchés. Il y a également la capacité financière. Et l'expert va revenir sur ce point précis et peut-être mettre en relief les dispositions qui ont été prises, n'est-ce pas, au niveau
des organes pour pouvoir favoriser, n'est-ce pas, l'émergence de ce secteur privé. D'accord. Monsieur Olivier Coco, je reviens vers vous. Alors, ce volet-là, Oui. la promotion des entreprises locales, de ces champions locaux, comment ça se passe? Oui. Merci. Avant de venir sur, je vais dire, ce volet, M. Yao m'a interpellé sur un point tout à l'heure. Vous savez, lorsque l'État veut passer une commande, l'État veut s'assurer qu'il a en face un opérateur, un prestataire qui puisse exécuter cette prestation conformément à des cahiers de charges. C'est pour cela, quand on veut faire une commande publique, on prend le temps de définir les caractéristiques. Je veux construire une maison à étage R+2. J'ai défini les caractéristiques. Il y a une étude préalable qui est faite. Et puis, l'étude dit, voici ce qu'il faut en termes de matériel. Voici ce qu'il faut en termes de compétences en ressources humaines. Voici ce qu'il faut en termes d'expérience. Par exemple, je vous confie un immeuble. Enfin, l'État confie un immeuble à une entreprise, un immeuble R+4. L'État va dire, il faut me montrer, il faut me démontrer que vous avez déjà au moins fait un immeuble de R+2 avant de vous confier un immeuble R+4. Parce que la construction d'un immeuble R+4 avec la construction d'une villa simple, l'organisation n'est pas la même. La technicité n'est pas la même. Donc l'État fixe au préalable des critères, c'est ce qu'on appelle le cahier de charges, et porte à la connaissance de tous les acteurs. Là, c'est un appel d'offres qui est lancé. Oui, un appel d'offres. Même quand un appel d'offres est lancé, voici ce que je veux faire, voici les caractéristiques. Je veux, dans l'équipe de celui qui va venir construire, un ingénieur en bâtiment, un ingénieur qualiticien, un technicien supérieur. On décrit tout ça. Voici le matériel que vous devez avoir. Une bétonnière, vous devez avoir une voiture de liaison, ainsi de suite. Et l'entreprise qui se sent capable vient soumissionner. Un des principes des marchés publics essentiels, c'est le libre accès à la commande publique. Tout le monde est libre d'accéder à la commande publique, mais il faut au moins satisfaire les conditions qui sont fixées. Mais justement, tout le monde est libre d'accéder à cette offre, je peux le dire, à cette offre, mais est-ce que tout le monde a accès à l'information? Oui. Comment est-ce que l'opérateur économique est... J'en arrive. Justement, c'est pour cela, lorsqu'on a fait les études, on a fait le cahier de charges, l'État informe par ce qu'on appelle les plans de passation de marché public. En début d'année, l'État informe tous les acteurs que voici les opérations que je vais faire au cours de l'année. Et déjà, ce plan-là est publié en début d'année par la direction des marchés publics en ce qui concerne la Côte d'Ivoire et par l'autorité de régulation des marchés publics. Ensuite, il y a un journal des marchés publics qu'on appelle le journal officiel des annonces des marchés publics où il est fait cas de tout ce qui est marché public. Lorsque vous prenez certains journaux à grand tirage, certains quotidiens à grand tirage, vous allez voir des annonces de marché public. Donc, il y a une publicité qui est faite pour que les acteurs soient informés. Et un appel d'offres ou une consultation qui n'a pas fait l'objet de publicité préalable est nul. Si un acteur, un opérateur économique s'en rend compte et se plaint à l'autorité de régulation des marchés publics, ça veut dire qu'il n'y a pas de transparence, cette opération va être annulée. Ce qui veut dire qu'il y a une publicité, une large publicité. Maintenant, il faut que les entreprises s'organisent pour aller à l'information. Voilà. Mais les entreprises, très souvent, qui sont dans le domaine, arrivent à avoir l'information. Maintenant, il faut la capacité technique pour pouvoir venir soumissionner. Il faut la capacité financière, comme il a dit. Justement. Il faut l'expérience pour venir. Et même la capacité financière. Vous voyez, on demande d'avoir un chiffre d'affaires. Vous voulez avoir un marché de l'État de 100 millions. On vous dit, prouvez au moins que vous avez déjà eu un chiffre d'affaires de 50 millions. Vous nous prouvez ça. Ou 25 millions. C'est-à-dire ça dépend des niveaux, mais on va au maximum. On peut même aller jusqu'à 100 millions. Mais même les entreprises qui viennent d'être créées, les entreprises de moins de 18 mois, au lieu d'avoir un chiffre d'affaires, vous venez de commencer. Moi, je peux être un expert dans un domaine. Je viens de créer mon cabinet. Je n'ai pas encore travaillé. Mais on peut valoriser l'expertise de la ressource humaine. Mais on vous demande, par exemple, au lieu de présenter un chiffre d'affaires, d'avoir, par exemple, une ligne de crédit
C'est-à-dire vous avez la capacité de taux financier où une banque consent à vous accompagner pour au moins 25%. Donc ça déjà c'est une mesure pour pouvoir favoriser les nouvelles entreprises. Et maintenant pour en revenir aux mesures qui sont prises pour les petites et moyennes entreprises, tout n'est pas offert aux grandes entreprises. Bien sûr, quand on veut construire le troisième pont, quand on veut faire un échangeur, on ne va pas aller prendre une petite entreprise qui construit des villas. On lance un appel d'offres et généralement, c'est des grands groupes internationaux. Et une des possibilités que le code de marché offre aux entreprises, c'est par exemple la sous-traitance. Vous êtes une entreprise de petite taille, vous pouvez vous associer à une entreprise internationale. Et dans le nouveau code, il y a un bonus aux entreprises qui vont sous-traiter avec des entreprises nationales. Un bonus avec ces entreprises qui vont sous-traiter avec ces entreprises nationales. C'est la clé de notre seconde partie et nous y reviendrons tout à l'heure. Vous gardez cela pour nos téléspectateurs. Mesdames et messieurs, ne bougez surtout pas. On fait une petite pause et on revient dans quelques instants pour la deuxième partie de cette émission spéciale consacrée à la commande publique en Afrique. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette seconde partie de votre émission. Dans la première partie, nous avons abordé les grandes questions et préoccupations qui freinent l'élan de développement que pourrait impulser une bonne pratique de la commande publique en Afrique. Dans cette seconde et dernière partie, nous essayerons de définir des perspectives à moyen et long terme, mais aussi des propositions pour permettre aux partenariats secteur privé, secteur public de produire de meilleurs résultats pour un développement plus important. Et nous sommes toujours avec M. Yao Célestin, directeur pédagogique au CAMPC, et avec lui, M. Olivier Koko-Kosonou, consultant expert des marchés publics. Alors, M. Olivier Koko-Kosonou, tout à l'heure, vous étiez en train de nous développer ces politiques-là pour permettre d'émanciper ou de promouvoir les acteurs locaux au niveau des marchés publics. Ok, très bien. Vous savez, les marchés publics sont un moyen de développement économique. Et de plus en plus, les marchés publics s'orientent vers le développement socio-économique d'un pays. Et donc, on peut se servir des marchés publics pour régler certaines inégalités. On peut se servir des marchés publics pour promouvoir un secteur. Et c'est ainsi que les nouvelles dispositions du Code des marchés publics, vous avez un encouragement aux entreprises qui sous-traitent une partie de leur marché à des entreprises nationales. Et même cette disposition est reflétée au niveau sous-régional. Vous savez, l'espace UEMOA est devenu comme un pays. Et dans les textes que nous avons élaborés récemment, qui sont en cours d'adoption, il y a un bonus qui est accordé aux entreprises qui vont sous-traiter avec des entreprises communautaires, et la Côte d'Ivoire a transposé dans sa réglementation nationale avec des entreprises nationales. Vous savez, l'espace francophone a longtemps résisté à une pratique. Lorsque nous faisons des rencontres internationales, nous nous rendons compte que les pays anglophones réservent une part de leur marché aux entreprises nationales, ce qui ne se faisait pas à l'espace UEMOA. Et la Côte d'Ivoire a été avant-gardiste sur ce point-là. Dans la loi d'orientation de la promotion des PME, avait fixé 20%. Nous avions été combattus un moment, mais on est arrivé à convaincre l'UEMOA. Actuellement, dans les directives de l'UEMOA à venir, vous allez voir qu'il y a une partie des marchés publics qui sont réservés ou qui est réservée aux PME. Dans le nouveau code des marchés publics, c'est 30%. 30% déjà des marchés doivent être réservés aux PME. Il y a eu un relèvement du seuil de passation des marchés, du seuil de l'obligation de recourir à un appel d'offres ouvert. Jusqu'à 100 millions, on peut faire une compétition légère entre les entreprises nationales, entre les PME. Ensuite, il y a la sous-traitance dont j'ai parlé. Il y a la co-traitance. Les entreprises peuvent communaliser leurs forces pour pouvoir rivaliser avec les grands groupes. Donc, il y a cet élément également qui est une disposition qui est prise. Il y a vous savez, lorsque en 2017, nous étions en Afrique du Sud dans un forum de haut niveau, l'exemple d'Afrique du Sud nous a frappés. En Afrique du Sud, après la sortie de l'apartheid, les entreprises, les PME détenues par des Noirs qui remportaient des marchés étaient de 2%. Et en 15 ans, la proportion d'entreprises détenues par des Noirs qui ont remporté des marchés publics est passée à 76%. Et simplement parce que l'État a décidé d'acheter 8% plus cher à ces PME détenues par des Noirs pour pouvoir régler une inégalité. Donc les marchés publics sont un levier
de développement économique, un levier de développement social et économique. Donc il y a toute une panoplie de mesures qui ont été prises dans les nouvelles dispositions pour pouvoir encourager les petites et moyennes entreprises et pour pouvoir favoriser le tissu économique national. Favoriser le tissu économique national, mais encore, pour avoir accès à ces marchés, la procédure est-elle aisée? Est-ce facile d'avoir accès à ces marchés publics-là? Bon, okay. La procédure est aisée. Je vous l'ai indiqué dans la première partie. L'État informe, je veux telle prestation. Voici les conditions qu'il faut remplir pour venir participer. Et quand la compétition est lancée, chaque candidat vient, regarde le dossier, soumet son offre. Quelqu'un disait que c'est le seul examen que vous passez, vous avez à la fois les épreuves et le corrigé à côté. On vous dit si vous avez un ingénieur, vous êtes OK. Si vous avez un ingénieur, ça vaut 5 points. Par exemple, un consultant qui a 5 ans d'expérience, ça lui vaut tel nombre de points. Donc vous savez déjà ce que vous allez avoir comme note. Et il y a une commission, lorsque vous soumissionnez, il y a une commission indépendante qui vient se réunir, examine les offres et dit voici l'entreprise qui est classée première, l'entreprise qui est classée deuxième. Et en fonction des critères d'attribution qui sont dans le dossier, on attribue au plus méritant. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, c'est rapide, c'est-à-dire dès qu'une offre est là, c'est... Bon, vous savez, les marchés publics ont des délais naturels. Lorsque vous lancez un appel d'offres, la publicité simplement doit faire 30 jours au minimum. C'est pour donner le temps aux entreprises d'avoir l'information, de pouvoir présenter une offre acceptable. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous cacher rapidement en 10 jours, dire que j'ai lancé un appel d'offres, il y a 2 ou 3 qui sont venus vous attribuer. Non, il y a des normes. Il y a des délais incompressibles. En plus de cela, il y a des délais qui sont dus aux acteurs. Lorsque toutes les offres sont déposées, la commission d'ouverture des plis va statuer pour évaluer les offres. Donc plus il y a d'offres, ça peut prendre un peu plus de temps. Plus le dossier est complexe, pour évaluer les offres de fourniture informatique et puis évaluer les offres d'un pont ou d'un échangeur, vous voyez que ce n'est pas la même technicité. Mais en tout état de cause, il y a des délais. Nous sommes en train de faire. Le système travaille pour ne pas dépasser, par exemple, 120 jours. Vous savez, au niveau de l'OCDE, c'est la norme 120 jours. La Côte d'Ivoire a pris, le nouveau code. Les délais tendent vers cette norme-là. Parce qu'il y a des délais incompressibles, on ne peut pas aller plus vite que ça. Mais si on s'y prend tôt, comme on l'a dit depuis le début de l'année, vous avez le temps de passer les marchés, de les faire exécuter et de les faire payer. Souvent, les acteurs sont accusés, les acteurs du côté étatique sont accusés de lenteur. Il peut y avoir plusieurs raisons, mais il y a aussi que les procédures ne sont pas déclenchées à temps. Donc, il y a tout ce système-là. Et bon, la lenteur, on peut en parler, c'est un des fléaux du système. C'est ce qui est reproché, un des éléments qui est reproché au système. Parce qu'un gouvernement a un programme à exécuter. Et ce programme-là s'exécute au travers du budget, au travers des marchés publics. Donc les marchés publics doivent permettre à ce gouvernement-là d'exécuter le programme sur lequel il a été élu. Et donc, souvent, le reproche, c'est que ça traîne, ça dure. Mais il y a plusieurs facteurs. Comme on l'a dit, il y a souvent la complexité, il y a souvent le délai de déclenchement des procédures. Il y a aussi souvent, il faut qu'on le dise, la capacité des entreprises à exécuter une prestation. Il y a ça. Il y a des fois, il y a souvent aussi, il faut le dire de façon honnête, il y a des problèmes de paiement. Il y a tous ces éléments et il y a aussi, comment on dit ça, la maîtrise des procédures par même ces acteurs qui ont en charge de conduire ce processus-là. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, nous tous, moi je l'ai dit, j'ai 21 ans d'expérience dans le domaine des prestations de marché public, mais je suis arrivé dans les marchés publics de façon accidentelle. Comme la plupart de mes collègues, nous sommes arrivés, il n'y a pas une formation initiale pour venir au marché public. Et c'est pour cela, tout à l'heure, le camp PC va vous le dire, c'est pour cela qu'il y a un volet dans la nouvelle politique de professionnalisation de la fonction marché public. Le fait de passer le marché public doit devenir un métier à part entière, un métier où il y a des normes, il y a des règles et il y a
des critères d'évaluation, des objectifs à atteindre pour que ce système-là, enfin, puisse relever la tête, comme on peut le dire ici. Relever la tête, comme si on peut le dire, mais c'est un métier à part entière. Et là, le CAMPC est leader ou pionnier dans la matière. Vous développez un volet spécialement consacré à la commande publique. Alors, ce volet-là, comment est-ce que vous le lancez, comment vous le mettez en place et à qui est-ce qu'il s'adresse? Bien, comme le spécialiste M. Kosonou vient de le dire, la gestion des marchés publics, je pourrais le dire, c'est une science qui a ses techniques. Alors, qui a ses normes. Et il faut pouvoir monter les offres de façon, je dirais, efficace et exécuter les marchés de façon efficace pour, je dirais, rester sur le marché de façon compétitive. Alors, ce que nous avons constaté, comme il a dit, il y a une non-maîtrise de la technique, il y a une non-maîtrise des procédures, il y a une non-maîtrise donc de tout ce qui est science liée à la commande publique, liée à la gestion des marchés. Ces procédures sont à la fois nationales, communautaires, mais aussi les procédures spécifiques, n'est-ce pas, aux bailleurs de fonds que sont la Banque mondiale, l'Union européenne, la BAD, l'ICC, la BID. Et ce qu'on constate, c'est que généralement, des financements qui sont disponibles ne sont pas généralement utilisés parce que les acteurs ne maîtrisent pas les procédures. Alors, le CAMPC vient répondre donc à ce besoin-là parce qu'il y a absence de formation ou insuffisance de formation. Donc, ce n'est pas seulement propre à la Côte d'Ivoire, c'est au niveau de tous les pays. Donc, le CAMPC donc, répond à ce besoin de formation en mettant en place deux types de formations. Les formations diplômantes et les formations qualifiantes. Diplômantes parce que, comme le spécialiste le disait aujourd'hui, beaucoup sont entrés sur le marché, je dirais, par accident, et ont l'expérience qu'il faut, mais n'ont pas le parchemin. Et donc, aujourd'hui, au niveau même des États, on constate qu'il y en a qui sont spécialistes, mais qui n'ont pas été formés, qui n'ont pas le diplôme. Donc, le CAMPC crée cette formation diplômante pour permettre à tous ceux-là qui ont l'expérience et qui souhaiteraient avoir un parchemin pour pouvoir continuer en matière par rapport à leur carrière. Donc, il y a donc le Master 2 en commande publique qui a été donc mis en place avec l'aide, bien entendu, des différents organes au niveau sous-régional et au niveau de la Côte d'Ivoire. Je veux parler de la direction des marchés publics et de l'ARMP de Côte d'Ivoire qui nous accompagne sur ces programmes-là. Alors, la vision, c'est de pouvoir permettre ou doter les autorités contractantes, c'est-à-dire le secteur public, mais aussi le secteur privé, de spécialistes chevronnés, donc immédiatement opérationnels pour pouvoir intervenir sur ce marché. Voilà donc la vision qui a donc conduit le CAMPC à mettre en place cette formation diplômante, donc le Master 2 en commande publique, qui répond bien, n'est-ce pas, aux besoins du secteur public, mais aussi, n'est-ce pas, du secteur privé et également au niveau des organismes internationaux. Mais quand on sait aussi que le CAMPC, c'est quand même un instrument, c'est une volonté commune des chefs d'État de certains pays ouest-africains. Alors, depuis tout ce temps, pourquoi maintenant? Pourquoi le CAMPC ne s'était pas lancé dedans depuis les premières réformes? Bien, effectivement, nous avons plusieurs domaines dans lesquels nous intervenons, notamment en management des projets, et un programme dans lequel nous développons l'aspect de gestion de marché public. Nous avons également des formations diplômantes qualifiantes, comme des séminaires dans lesquels nous réalisons des certificats et des séminaires en matière de gestion, passation de marché. Alors, donc, c'est après étude, bien entendu,
en voyant le dynamisme du marché au niveau de la sous-région, notamment de l'UEMOA, nous avons constaté qu'il était impératif de mettre en place un diplôme permettant donc aux acteurs là de pouvoir avoir ce parchemin qui leur permet de valoriser leur carrière. Donc la formation, un enjeu clé en tout cas pour le développement de la commande publique. Mais déjà, est-ce qu'avec ce nouveau code qu'on a, avec ces réformes, ces politiques dont vous venez de parler, on a des perceptions de quelques impacts au niveau du tissu économique? Est-ce qu'on a quelques résultats déjà de ces réformes? Bon, ça vient d'être lancé, donc il faut attendre qu'on puisse le prouver un peu pour avoir l'impact. C'est à partir de la gestion 2020 que ce nouveau code-là va commencer à être appliqué. Mais ce que je voulais dire par rapport à la formation, vous savez, le camp PC a été, je vais dire, assez avant-gardiste, ou bien ils ont flairé la chose. Je vous ai dit que nous étions en Afrique du Sud en 2017 au cours d'un forum de haut niveau sur les marchés publics. Et un des constats, c'est que il y a, entre guillemets, un désordre un peu dans le domaine des marchés publics. Chacun s'élève, il se proclame expert, spécialiste en passation des marchés publics. Comment réguler tout ça? Donc, la conférence de Johannesburg avait préconisé dans un premier temps que dans chaque État, il y ait une structure sur laquelle les partenaires techniques peuvent s'appuyer pour refléter toutes les réformes, les politiques internationales qui sont faites. La conférence était organisée par la BAD et la Banque mondiale avec les autres partenaires. Et il a été donc décidé de créer un réseau africain des experts en commande publique pour pouvoir, comme on le dit, cerner un peu ce domaine. Et ce réseau-là a eu sa première assemblée générale, à l'Assemblée générale constitutive, l'année dernière, 2019, à Dakar. Et une des résolutions essentielles, c'est d'aller vers la formation, de former. Et la formation va se faire, il y a deux types de formation, M. Yao l'a dit. Il y a la formation diplômante, où il y a des structures qui vont être agréées pour pouvoir délivrer un certain nombre de diplômes reconnus en Afrique de façon générale et par nos partenaires techniques et financiers. Et puis maintenant, il y a la formation continue qui va être assurée par exemple, les acteurs dans les marchés publics comme la DMP, l'autorité de régulation des marchés publics, qui a construit un centre de formation à cet effet. Et la plupart des pays dans l'espace UEMOA sont en train de construire des centres de formation. Donc la problématique de la formation même dépasse le cadre national, le cadre sous-régional, c'est le cadre international, pour aller même au-delà de l'Afrique. Parce qu'au cours de ces rencontres, il n'y avait pas que les pays, tous les pays africains étaient là bien entendu, mais il y avait plusieurs pays européens, américains qui sont venus nous partager leur expérience. Si on veut une efficacité du système de marché public, il faut une formation. Il faut que la formation soit la base et pour qu'on puisse aboutir à un métier, pour qu'on puisse aboutir même à un ordre, comme ils le disent, à un corps de métier, à un ordre, à des associations. Comme vous avez l'ordre des pharmaciens, l'ordre des médecins, il faut qu'on arrive à terme à créer par exemple un ordre des experts en passation de marché public. Et donc, c'est un enjeu très important. Et c'est pour cela que nous saluons l'initiative du CAMPC qui a même dévancé un peu les États, qui s'est positionné. Et lorsque, les choses vont être lancées, les certifications des structures, les accréditations vont être données, je pense qu'ils seront déjà en avance avec d'autres universités pour pouvoir assurer cette formation. D'accord, mais là, moi, il y a un volet de la formation qui me revient un peu. Quand on parle de formation, on est beaucoup plus axé sur ces cadres, ces experts de passation de marché et ces opérateurs économiques, ces entrepreneurs qui veulent savoir comment est-ce que ce marché fonctionne. Comment est-ce qu'ils peuvent profiter de la commande publique? Est-ce que le CAMPC, les institutions ouvrent une brèche pour leur permettre vraiment de profiter de cette situation? Et c'est ce que nous avons d'ailleurs commencé dans le cadre de notre entrée académique il y a 2-3 semaines. Nous avons organisé une conférence qui a été animée par l'expert M. Kosonou et qui portait sur la problématique de la gouvernance des marchés publics, de la commande publique. Et nous avons à cet effet invité les acteurs, c'est-à-dire la société civile, le secteur privé
et puis également l'administration publique, mais aussi les organisations internationales. Et donc nous prévoyons au cours de l'année organiser un ensemble de séminaires. Le prochain séminaire va porter sur le nouveau code des marchés publics de Côte d'Ivoire. Nous sommes déjà en relation avec le directeur des marchés publics qui viendra pour animer ce séminaire-là sur le code des marchés publics, donc le nouveau code. Et nous allons à ce titre-là inviter donc tous les acteurs qui viendront pour voir comment exactement se déroulent les marchés publics. En fait, la gestion des marchés publics. Okay. Donc notre prochaine conférence va porter sur le nouveau code qui a été élaboré et présenté. À titre d'exemple, bon, comme j'ai dit, j'ai eu la chance d'avoir occupé certaines fonctions dans l'aspect pratique. L'autorité de régulation des marchés publics a formé, je vais dire, sur les 10 dernières années, environ 1000 personnes par an sur les marchés publics. Formés, sensibilisés, informés. Mais dans ce lot, vous avez environ 55% des acteurs du secteur public. Vous avez environ 35% des acteurs du secteur privé. Et vous avez environ 10% des acteurs de la société civile. C'est vrai que lorsque l'État passe un marché, les acteurs clés, vous avez l'administration, vous avez le secteur privé. Mais le bénéficiaire final, c'est la société civile. Et c'est eux qui peuvent critiquer, c'est eux qui peuvent donner, apprécier ce qui est fait. Donc la formation, même en renforcement des capacités, prend en compte tous ces acteurs. Donc ça peut dire que si on commence à professionnaliser, également, chacun y trouvera son compte. On prend en compte tous les acteurs. Si on professionnalise le secteur, et là encore il me revient une autre question, toujours à votre direction, M. Yao Célestin. Tout à l'heure, on a vu, dans nos recherches, on a vu que généralement pour monter ces projets-là, étant donné qu'il n'y a pas assez de compétences pour cela, des organisations publiques ont tendance à faire appel à des cabinets internationaux, à des cabinets d'experts. Est-ce que, en plus de la formation, votre organisation peut se permettre de coacher ou d'encadrer les organisations publiques pour le montage de ces projets pour la coordination des marchés publics? Est-ce que c'est dans vos cahiers de charges? Bien, il est vrai qu'en dehors de la formation, qui est l'une des premières missions du camp PC, il y a la mission d'assistance conseil auprès des entreprises, des organisations et des administrations publiques. Alors, donc, à cet effet, le camp PC donc, développe, n'est-ce pas, de l'assistance auprès donc, du secteur privé et des organisations publiques également. Donc, à cet effet-là, on a des consultants qui peuvent intervenir à ce niveau. C'est un volet auquel on n'a pas encore réfléchi, mais je pense que le camp PC pourra le faire dans l'évolution des choses, puisque nous commençons par mettre en place maintenant le programme diplômant, et je crois bien que les acteurs qui vont intervenir, que ce soit les formateurs et les auditeurs qui vont sortir de ce programme-là, il y a certains qui seront donc utilisés comme consultants, comme spécialistes par le camp PC pour accompagner les différents acteurs dans l'amélioration de leurs pratiques en matière de gestion de marchés publics. Alors, on l'a vu vraiment, la formation, c'est un élément, un facteur clé du dispositif pour permettre de bien développer le système des marchés publics, de la commande publique en Afrique. Mais en 1 minute, 2 minutes, si vous aviez un mot, une vision, une perspective pour une meilleure gouvernance au niveau de la commande publique en Afrique, quelle serait-elle? Ok. Je crois que les marchés publics commencent à être ou sont bien réglementés. On n'invente rien. Il y a des bonnes pratiques que nous essayons de mettre en place en Afrique et en Côte d'Ivoire, bon, bien entendu. La tendance actuelle, c'est la dématérialisation de la passation des marchés publics. C'est un aspect qui permet de gagner du temps et qui permet de réduire un certain nombre de mots qu'on reproche au système. Il va falloir dématérialiser, c'est-à-dire passer à la passation électronique des marchés. Ça, c'est un aspect qui est... le principe est posé dans le nouveau code des marchés publics. Les autres pays y sont déjà, enfin les autres pays développés. Donc nous également,
C'était une des résolutions également de ce forum-là, pour que nous allons vers la dématérialisation, la passation électronique de marché. Bien entendu, il y a la professionnalisation. Désormais, c'est un métier. On doit faire ce métier. Et il doit avoir la spécialisation de chacun des acteurs. Vous avez ceux qui sont chargés de passer les marchés, ceux qui sont chargés de contrôler et ceux qui sont chargés de pouvoir réguler. Et pour mieux réguler, il faut une éthique dans ce domaine. Il faut une déontologie. Et il y a un code de déontologie et une charte d'éthique qui sont en élaboration, qui sont sur la table des dernières nouvelles que j'ai eues du gouvernement pour pouvoir crédibiliser un peu plus ces systèmes-là. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, j'espère que ça a diminué. Bon, disons, soyons optimistes. Par le passé, quand on parle des marchés publics, les gens ont tendance à voir la corruption. Les gens ont tendance à voir la malgouvernance. Il faut que désormais, on puisse avoir, quand on parle de marché public, chacun sache que c'est une compétition ouverte, chacun a ses chances. Si j'ai les qualités, je peux remporter et que le système est transparent, le système est crédible et fiable. Et c'est en cela nous sommes appuyés. Monsieur Yao disait tout à l'heure, il y a plusieurs procédures. Nous sommes en train de tendre vers, je n'ai pas dit une uniformisation des procédures, mais c'est tout comme les procédures doivent converger, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Japon, que ce soit aux États-Unis, en Afrique, et je veux dire en France, qu'on ait les mêmes procédures. C'est en cela qu'il parle de système pays. C'est-à-dire quand on regarde nos procédures, c'est conforme à la norme internationale, tout le monde a confiance dans ce système. Donc il faut qu'on aille vers la confiance de ce système-là, dans ce système, pour que les marchés publics servent de levier de développement socio-économique de nos nations. Et c'est ce que nous allons retenir. Monsieur Yao Célestin, si vous aviez un mot. Bien, c'est de vous dire merci d'avoir donné l'occasion au CAMPC d'intervenir dans ce débat. Ce que je peux retenir, c'est deux mots: savoir-être et savoir-faire. Ces deux éléments sont importants en matière de gestion de marché. Parce que les marchés rassemblent tous les acteurs que sont le secteur public, le secteur privé, et concernent également la société civile, comme il vient de le dire, qui est consommatrice des actions de l'État, mais aussi les organismes internationaux, qui, la plupart, sont des bailleurs ou bien qui viennent de façon technique offrir leurs services. Il faut établir la confiance au niveau de tous ces acteurs-là. Et donc, les spécialistes intervenants doivent être dotés d'un bon savoir-être et un bon savoir-faire. Alors, donc, au niveau du CAMPC, le programme que nous mettons en place, qui est un programme diplômant, a la devise ci-après: l'éthique avant la compétence. L'éthique avant la compétence. Donc, si vous êtes spécialiste du marché public, vous intégrez à la fois l'éthique et la compétence pour donner confiance à l'ensemble des acteurs qui interviennent sur le marché. Éthique et compétences, c'est sur ces mots que nous allons vous dire merci. Voilà qui met un terme à ce numéro spécial de votre émission Éco-Débat, numéro consacré à la problématique de la commande publique en Afrique. Et pour en parler, nous étions avec M. Olivier Koko Kosonou, consultant, expert des marchés publics, et avec lui, M. Yao Célestin, directeur pédagogique au CAMPC. Messieurs, merci de vos analyses et de vos contributions. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.medi1tv.com. Agréable suite au programme et les informations reviennent dans quelques instants.